Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir présenter ce travail qui s'intitule « Médecine personnalisée et système de paiement des offreurs des soins, une approche expérimentale ». J'ai dû changer le titre parce que le premier qu'on avait proposé, qui était disposition à payer, était un peu misleading parce que certains s'attendaient peut-être à voir le résultat d'une évaluation contingente, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est un papier sur lequel je travaille avec Bruno Venteloup, qui est mon directeur de thèse, et David Bardet, qui est un des co-auteurs de cette étude. David est de Toulouse et il est en Colombie également. Alors je vais essentiellement aujourd'hui présenter le design que nous avons utilisé. En termes de résultats, l'expérience est finie il y a quelques jours, donc on n'a pas grand-chose en termes de résultats, juste des trucs préliminaires. Alors en termes d'introduction, en fait, ce que nous considérons chez Économistes à la base, c'est quand même que les médecins répondent aux incitations financières. En économie, on croit que les médecins répondent aux incitations financières. Dans la slide qui suit, je vais essayer de donner des éléments en termes du lien entre système de paiement et les incitations que ces systèmes de paiement apportent, pour que l'on puisse voir pourquoi on le dit et pourquoi est-ce que, voilà, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Alors, c'est démontré, c'est connu qu'il y a un lien entre incitation et comportement des offreurs de soins en termes de qualité de soins, qualité de services de santé, quantité de patients suivis, ainsi de suite. Et le dernier item de cette introduction, quand même, c'est la médecine personnalisée. Alors, je vais revenir dessus. C'est quand même une des innovations majeures qui bousculera au minimum, c'est le moins que l'on puisse dire, la pratique de l'activité médicale. Et dans ce papier, nous voulons analyser la valeur incitative ou les valeurs incitatives des schémas de paiement, des schémas traditionnels de rémunération des médecins, en présence de la médecine personnalisée. Alors, deux zooms avant de poursuivre. Premièrement, pourquoi l'on pense qu'il y a différentes incitations pour différents schémas de paiement. Un paiement à l'acte, par exemple, donnerait une incitation pour ce qu'on appelle un care over provision. C'est-à-dire un paiement à l'acte donnerait une incitation pour faire plus de services qu'il n'en faut, de manière normale, parce que voilà, je suis payé à l'acte, donc je fais le plus d'actes possible. Un paiement de type capitatif, je rappelle que la capitation, c'est un système qui a été utilisé en Angleterre et aboli en France en 2008, je crois. Donc le principe est simple, c'est qu'au début de l'année, on remet une enveloppe au médecin pour chaque patient qu'il a dans sa liste et ensuite il gère en fonction du nombre de consultations que le patient viendrait faire au courant de l'année, il gère son budget comme il l'entend. Donc, c'est une espèce d'allocation voilà, de budget qui est donné au care provider, donc au pourvoyeur de soins. Et ce système, en fait, il est démontré, que ce soit de manière théorique ou à travers des études plus empiriques, que ça donne une incitation pour un under-provision. Le médecin, en fait, globalement, minimise les coûts, il minimise bien les coûts, donc c'est très bien pour minimiser les coûts, il minimise très bien les coûts, mais il ne fait pas beaucoup de services. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tous les paiements, je m'arrête aux trois que nous étudions. Le paiement à la performance est de plus en plus répandu et on l'étudie dans le cadre de ce papier. Et les résultats sur les conséquences en termes de comportement des médecins sont d'un côté pas très unanimes, donc on a des différences entre ce que les gens démontrent, et ils ne sont pas très nombreux non plus. Donc le but de ce papier, c'est un sous-objectif, c'est aussi de comprendre le rôle incitatif du paiement à la performance. Deuxième zoom, c'est sur la médecine personnalisée. Pourquoi nous estimons que c'est important? Alors aujourd'hui, on a une disponibilité de plus en plus abondante, de plus en plus croissante quand même d'informations. On parle de big data, on parle d'informations quand même très, très importante en termes de quantité, peut-être aussi en termes de qualité, sur les caractéristiques du patient, les caractéristiques de la maladie, les caractéristiques des tumeurs, ainsi de suite, avec le séquençage complet du génome humain de 2004, ainsi de suite. D'ailleurs, les firmes pharmaceutiques ont des stratégies claires
qui vise à proposer des couples drogue-compagnon test. C'est-à-dire, on propose la drogue ou la thérapie avec le test compagnon qui permet d'identifier le patient derrière. Donc, certains tests aujourd'hui sont routiniers, comme le HER2 dans le cancer, dans le traitement du cancer du sein, et d'autres le seront moins. Alors, l'hypothèse que ou de l'observation de ce fonctionnement aujourd'hui dans le cancer, c'est une réalité et c'est appelé à se répandre. Alors, on peut penser que la médecine personnalisée pourrait nécessiter quand même un effort plus important d'accompagnement du médecin. Ça pourrait être un effort pour chercher le test le plus adéquat pour le patient. Le test revient avec un résultat, il faut refaire un autre test, ainsi de suite. Parce qu'il y aura quand même une bonne batterie d'outils nécessaires ou disponibles pour la prise en charge des patients. La question qu'on se pose, autrement, je l'ai déjà dit, c'est sous quel système de rémunération pourrait-on envisager une disposition quand même un peu plus grande à faire un effort de personnalisation de la médecine? La médecine a déjà été personnalisée, c'est un petit débat. Bon, on comprend très bien ce qu'on entend ici par personnalisation au sens de faire tout ce que l'on peut pour utiliser tout ce qui est disponible pour prendre en charge un patient. Alors, on a des références, je n'en donne pas beaucoup. On a d'un côté une littérature sur laquelle on s'appuie, c'est la littérature qui démontre qu'il y a un lien entre incitation au cœur des mécanismes de paiement et comportement des offreurs de soins. On a une deuxième littérature sur l'économie de la médecine personnalisée. Il n'y a pas beaucoup d'études. Jusqu'ici, les études se sont concentrées essentiellement sur, vous voyez, personnaliser la disponibilité de l'information génétique et tout. Donc, il y a une littérature importante, pas si importante que ça quand même, mais qui a regardé le volet assurance de la question, en termes de risque de discrimination, ainsi de suite. Et le troisième pan sur lequel nous nous appuyons dans cette étude, c'est la littérature sur l'utilisation d'expériences en économie de la santé. L'une des premières expériences est celle de 2011 de Henning Schmidt et la deuxième expérience qui est celle de Green, Ellen Green, sur laquelle nous nous appuyons. Alors, je vais directement dans le design. Nous utilisons ce que Green a appelé un Dual Principal Agent Game. Alors, le Principal Agent, c'est des mots qui sont utilisés par des économistes pour désigner une forme de relation dans laquelle on a une forme d'asymétrie d'information, de différence d'information. Le principal, en général, c'est celui qui écrit le contrat. Ça peut en être autrement, mais en général, le principal, c'est celui qui rédige le contrat. Dans le cas d'espèce, un principal peut être le régulateur, le ministre de la Santé, l'hôpital, ainsi de suite. Et l'agent, dans ce cas, c'est le médecin, celui avec qui on fait le contrat. Donc, vous comprenez que l'agent pourrait être également l'hôpital, ou un médecin particulier, ou un médecin de ville, ainsi de suite. Et un point capital ici, c'est qu'on a deux principaux, en fait. Dans la relation patient-médecin, on a deux principaux. Le patient aussi est un principal. Pourquoi? Parce que le médecin est son expert. Donc, le médecin peut avoir plus d'informations. L'idée, c'est vraiment de capter la différence d'informations entre les individus. Le médecin a en général plus d'informations que nous, patients, sur notre état. C'est lui qui sait, c'est lui l'expert, ainsi de suite. Alors, l'intérêt ou la différence quand même avec les approches classiques, c'est que le régulateur est chargé de faire tout ce qu'il a en son pouvoir pour que le patient puisse être bien pris en charge. Alors, je passe dessus, c'est la compréhension ou l'interprétation, la manière de concevoir un peu la relation patient-médecin en économie. C'est comme ça, en utilisant ce principal agent game. Donc, en fait, le jeu sur lequel nous nous appuyons, c'est l'étude de Green 2014, dans lequel on a ce qu'on appelle un upstream principal. C'est un régulateur ou l'expérimentateur. Ici, le mec décide, excusez-moi, sur les systèmes de paiement. Donc, il décide sur les systèmes de paiement et il choisit les dictées. Vous voyez les dictées ici comme les patients. Donc, le deuxième principal, c'est notre patient qui est la dictée dans ce cas. Et on a un agent qui est le sujet. On a deux types de sujets dans cette expérience. On a un sujet de type 1 qui est le patient et un sujet de type 2 qui est le médecin. Le sujet de type 2 va être invité à l'expérience, comme le sujet type 1 chez Green, et il va venir corriger les mots sous différents schémas de rémunération.
Les schémas de rémunération, ce sont des schémas institutionnels. En France, on a paiement à l'acte, paiement à la performance aussi qui existe, ainsi de suite. Nous, on en a testé 3. Je veux revenir dessus. Donc, le jeu est à 2 étapes. Dans une première étape, on a le surlignement des mots faux. Ça veut dire qu'on a donné un stylo ou un stabilo boss et avec des dictées, on leur a dit soulignez les mots que vous estimez être faux. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et dans la deuxième étape, on a remis l'intervention des sujets 1 au sujet 2. Je vais m'étendre plus en profondeur, mais le but du jeu, version 1.0 de Green, c'est d'analyser les mécanismes de paiement dans leur rôle incitatif. Il y a d'autres études. La différence avec toutes les autres études précédentes, il n'y en a pas 10 000, mais avec les quelques études précédentes, c'est le fait qu'ici, on est sur un real effort game. On est vraiment sur un jeu où les agents travaillent réellement. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc où ils se mettent devant leur ordinateur, on dit choisissez le nombre de services, ils cliquent 3. Non, ils ne cliquent pas. Ils travaillent et c'est sur la base de ce qu'il a fait qu'on détermine la quantité de services qu'il a offert. Alors donc, le but de notre jeu, version 2.0, en s'appuyant sur ce qui a été fait, c'est d'ajouter donc cette dimension supplémentaire qui est innovation médicale, qui est ici notre médecine personnalisée. Et je vais vous montrer comment on a introduit la médecine personnalisée dans ce jeu pour le rendre plus riche et mesurer ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, on a 3 acteurs. On a notre expérimentateur, c'est nous-mêmes. Nous jouons le rôle de régulateur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons des dictées. Vous voyez des dictées comme des patients. Nous surlignons dans chaque dictée les phrases prioritaires, donc voilà, et nous déterminons l'ordre de passage des schémas de paiement. On dit, voilà, il va commencer par tel schéma et ensuite passer à tel autre. On a 2 types de sujets, les sujets de type 1 et les sujets de type 2. Les sujets de type 1, c'est les patients. Une différence essentielle, c'est que pendant que chez Green, les sujets prenaient leur stylo et surlignaient eux-mêmes les mots qui étaient faux, chez nous, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu introduire l'hétérogénéité patient dans notre analyse. On la contrôle. Ça veut dire que nos patients, en fait, les 48 individus, sont là simplement pour gagner des sous. Ils ne font rien de particulier. On a besoin d'eux parce qu'on va reproduire derrière l'activité médicale avec le sujet 2 qui permettra de leur dire sans leur mentir qu'effectivement, ils travaillent pour un patient. Alors, les sujets 2, ce sont des étudiants en médecine et leur rôle, c'est de corriger les mots faux. Et le fait de corriger les mots faux, c'est vraiment cette action-là de prise en charge d'un patient. Alors, comme Green, nous avons dans chaque dictée un mot faux pour 2 mots vrais. Nos dictées avaient un minimum de 5 mots, je crois, et un maximum de 12. Le principe était simple. Chaque fois qu'on mettait un mot faux, on en mettait 2 autres qui étaient vrais, de telle enseigne qu'il y ait quand même un effort qui soit fait pour trouver, voilà. Donc, si je fais un rapport de 1 sur 3, ça veut dire que pour trouver un seul mot faux, je dois travailler sur 3 mots. Alors, donc, je l'ai déjà dit, notre étude porte essentiellement sur la deuxième étape, c'est-à-dire l'intervention des sujets 2. Et nous contrôlons l'hétérogénéité patient en ayant des patients qui n'ont pas de véritable rôle dans le jeu. Et nous introduisons la médecine personnalisée. Donc, la médecine personnalisée, ici, nous l'avons introduite comme l'information donnée sur les phrases prioritaires de chaque dictée. Alors, au départ, on a dit que cette médecine personnalisée, c'était quand même cette tendance à avoir une information très abondante et très utile. Donc, dans ce cas-ci, nous disons aux médecins, vous avez la possibilité d'avoir une information très précise sur les phrases prioritaires. Ça veut dire les phrases sur lesquelles votre effort doit porter en priorité pour que le patient ou le sujet ou la dictée puisse être corrigé de manière très efficace. Et nous avons un design dit within parce qu'on prend 2 traitements pour un même sujet. Vous voyez le traitement comme un mécanisme de paiement. Alors, j'ai préparé cette table de correspondance pour qu'on puisse voir un peu le lien entre l'expérience et la vraie vie. Donc, la dictée, c'est le corps du patient. On en a 48. On a 48 corps. Voilà. L'intervention du sujet 1, c'est la déclaration des symptômes. Et ça, c'est chez Green. Chez nous, on a dit que c'était nous-mêmes qui l'avions fait. Pendant que chez Green, c'était endogène. Nous l'avons contrôlé complètement. Le sujet 2, c'est l'offreur de soins, c'est le médecin. La correction orthographique, c'est donc l'ensemble des actions que l'offreur de soins doit mettre en place.
La phrase prioritaire, c'est la partie du corps pour laquelle une intervention d'offre de soins est nécessaire pour que le patient retrouve sa santé, toutes les dictées ayant des phrases prioritaires. Et l'achat des phrases prioritaires, donc le soulignement, c'est effectivement l'information permettant la personnalisation de la médecine. L'achat des phrases prioritaires, c'est donc l'une des questions clés de notre recherche. C'est le consentement de l'offreur de soins à faire un effort, parce que c'est coûteux pour lui, pour personnaliser ses traitements. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, en termes de mécanisme de paiement, on en a un qui s'appuie sur la qualité des soins. Là, on approxime avec le P4P, c'est discutable. On a un qui s'appuie sur l'intervention en elle-même. Là, le mécanisme de paiement dans la vraie vie, c'est le fee for service. Je vais l'utiliser souvent. Et il y a un dernier un dernier mécanisme qui consiste à payer par dictée. Et le correspondant dans la vraie vie, c'est le paiement par capitation. Alors, les périodes du jeu. Pour chaque traitement, le jeu a été joué sur 3 périodes consécutives. Ça va être clair de plus en plus. Dans chaque période, en fait, chaque individu, donc imaginez, je vais revenir sur les individus, on invite un monsieur à participer à notre expérience et on lui donne un stock de 8 dictées, mais en 6 fois différentes. Chaque fois séparé de 5 minutes. C'est ça qu'on appelle une période. Donc, on lui donne 8 dictées. Donc, il avait 24 dictées par traitement. Pourquoi? Parce que, comme il doit passer par 2 traitements différents, voyez le traitement comme un mécanisme de paiement, il doit passer peut-être par le paiement à la performance P4P et le paiement à l'acte fee for service. Nous l'invitons, nous lui disons, voilà 24 dictées qui te seront données en 3 périodes. Et par la suite, on passe à un autre paiement, on lui donne encore 24 dictées. Donc, au total, un même médecin, si vous voulez, suivra 48 patients. OK. On a 3 périodes donc, qui sont présentées de la même manière pour tous les sujets et dans toutes les périodes. Dans la première période, les sujets 2, donc les médecins, n'ont aucune indication sur les phrases prioritaires. Dans la période 2, nous leur indiquons les phrases prioritaires. Rappelez-vous, les phrases prioritaires, c'est les phrases sur lesquelles l'effort du médecin doit porter en priorité. Donc, en période 1, on ne leur dit rien du tout, on leur donne des dictées toutes blanches. Dans la période 2, donc, on leur donne les phrases prioritaires, on leur dit, voilà, en soulignant les phrases prioritaires, voilà les phrases sur lesquelles votre effort devrait porter en priorité. Et dans la période 3, on leur dit, faites votre choix. Est-ce que vous voulez que vos dictées ressemblent à celles de la période 1 où il n'y avait aucune information? Ou alors vous voulez que vos dictées ressemblent à celles de la période 2 où les phrases prioritaires étaient soulignées. Donc, on a nos 3 traitements qui sont d'un côté le paiement à l'acte de correction. Ici, c'est l'équivalent de notre fee for service. Dans ce cas-ci, on donnait 30 centimes au sujet médecin pour chaque intervention qu'il faisait. Peu importe la qualité de l'intervention. Qu'elle soit appropriée, pas appropriée, il gagne 30 centimes par intervention. Ça veut dire que si j'ai une dictée qui a 10 mots, le médecin intervenant sur les 10 mots, que l'intervention soit bonne ou pas, il gagnait 3 € pour cette dictée-là. Les paiements sont allés jusqu'à 37 € parce qu'on a payé certaines périodes et pas d'autres. C'est le principe pour ne pas faire exploser le budget. Dans le paiement à la dictée, on a donné 1,75 € par dictée au sujet. Là, c'est notre capitation. Alors, la condition du paiement à la capitation, c'est qu'il fallait que le sujet médecin fasse au moins un acte sur la dictée. Ça veut dire qu'il fallait qu'il parte dans les mots mis en surbrillance, parce que c'est les mots mis en surbrillance, qu'il parte dans les mots mis en surbrillance et qu'il fasse une intervention sur au moins un de ces mots. Dès qu'il faisait une intervention sur un mot, c'était assuré, il avait 1,75 € sur cette dictée-là. C'était la manière de construire le paiement capitatif. Et le dernier, là, dans le dernier, on a voulu capter le P4P, paiement à la performance, et là, on a conçu un paiement à la qualité de la correction. Alors, le médecin pouvait gagner soit 2,50 €, soit 0. Pas de continuité, vraiment très discontinu. Alors, il gagne 2,50 € si 80% des mots dans les phrases prioritaires sont bien orthographiés à la fin de l'intervention et il gagne 0 € sinon. Alors, pour le coût d'accès, souvenez-vous, on a dit que le jeu se déroulait sur 3 périodes. Période 1, j'ai aucune information. Période 2, l'information est gratuite parce que nous, on l'a donnée. Période 3, je décide si je vais l'avoir ou pas.
un sujet nous dit je veux avoir l'information sur les phrases prioritaires, il paye 50 centimes de ses gains par dictée sur laquelle il interviendra, s'il a choisi d'obtenir l'information sur les phrases prioritaires. Ça représente un peu ce coût que l'offreur de soins est censé supporter, voilà, en termes de paperasse, en termes de travail avec des généticiens, en termes de RCP, en termes de, je ne sais pas trop, parce qu'il a quand même essayé de personnaliser la médecine. Donc, on veut capter ça et on va mesurer la disposition des gens à s'engager ou pas dans ce, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que le sujet 1 gagnait? Souvenez-vous, le sujet 1, c'est le médecin, c'est le patient, pardon, ils sont 48. Le sujet 1 gagnait 5 €. Donc, on informait le sujet 2, qui est le médecin. On lui dit, écoutez, si 90% des mots dans les phrases prioritaires de la dictée sont bien orthographiés, à la fin de votre intervention, vous faites gagner 5 € au premier sujet. Ça veut dire que si une dictée avait 5 mots, par exemple, dans les phrases prioritaires, et que le médecin réussissait à en corriger 4, il faisait gagner 5 € au premier sujet. Et comme vous pouvez vous en douter, dans les dictées, certains mots étaient faux, d'autres ne l'étaient pas. Parce que le but, c'était quand même de faire un mot faux, 2 mots vrais. Donc, il était possible de faire gagner 5 € au premier sujet et la règle, c'était celle-là. Et le sujet patient gagnait 0 € sinon. Alors, on a eu 95 sujets 2 et on a randomisé l'ordre des schémas. Dans une première session à Marseille, nous avons testé le paiement à la performance contre le paiement à l'acte avec 24 sujets. Dans une session 2 à Marseille, on a testé la capitation contre le paiement à la performance. Ensuite, à Nice, on a inversé les 2 premiers précédents. Donc, pour finir la randomisation, il nous faudrait prendre le paiement à l'acte contre capitation et l'inverse. Mais ça, on ne va pas le faire parce que, en fait, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Ceux-ci sont déjà assez suffisants. Si on a des retours de reviewers et tout ça, on pourra le faire, mais ceux-ci sont quand même self-sufficient. Donc, alors, je vais prendre 2-3 minutes pour dire ce que nous espérons pouvoir comprendre avec ce jeu ou ce qu'on avait un peu à l'esprit en concevant les choses. C'est médecine personnalisée, mécanisme de paiement et quantité de patients. Ça, c'est une première question qu'on souhaite analyser. Est-ce que finalement, il y a quand même un effet sur la quantité de patients suivis? On va regarder avec la variante médecine personnalisée. Là, je vais vous présenter quelques résultats où je n'ai pas encore intégré la médecine personnalisée. Ensuite, on va prendre un modèle économétrique pour chercher en période 3 quels sont les déterminants du choix de la médecine personnalisée. On va regarder l'impact sur la santé d'une médecine essai-erreur parce que si, en observant un peu attentivement, vous allez vous rendre compte que dans le premier cas où on n'a pas du tout d'informations sur les phrases prioritaires, on est vraiment dans la forme de médecine essai-erreur où le médecin, voilà, il tâtonne un peu, il ne sait pas exactement où se trouve la phrase prioritaire. Mais il peut se dire, OK, je vais corriger, ça peut être une stratégie, hein, je vais corriger tous les mots et de toute manière, c'est sûr que puisque j'ai tout le corps du patient dans toute la dictée, si je corrige tous les mots, il y a une chance que voilà, certains se retrouvent dans les phrases prioritaires. Donc la première période peut être vue comme une forme de médecine essai-erreur et la deuxième comme une forme de médecine personnalisée déjà, mais avec information gratuite. Et le dernier, la troisième période comme une médecine personnalisée avec coût d'accès à l'information. Donc, on veut voir si on observe quand même des différences significatives en termes de résultats de santé pour le patient. Et une des questions, pour finir, c'est l'impact du P4P sur la quantité de patients et sur la qualité des soins. Donc, en termes de choix de la médecine personnalisée, on a à peu près ça à travers les différents systèmes de paiement. On a d'un côté une propension quand même plus importante à acheter la médecine personnalisée lorsqu'on est dans le paiement à la performance, P4P. J'ai dû agréger les 2 autres systèmes de paiement pour faire un test d'indépendance et on obtient une différence significative entre les lignes et les colonnes, montrant que voilà, le lien qu'on soupçonne est raisonnable. Et je finis par présenter ces 2 derniers. Alors, ce qu'on observe quand même, c'est qu'on a une quantité de patients suivi en paiement à l'acte qui est globalement plus importante, la différence est significative par rapport au paiement à la performance. Et la même chose est observée en termes de paiement à la capitation par rapport au paiement à la performance. Alors, pris individuellement, je prends un même sujet, je prends une même expérience parce que j'ai observé les sujets
j'ai observé tous mes sujets sur 48 dictées et je regarde la moyenne d'intervention de tous mes sujets entre les deux périodes. Je compare les deux et je me rends compte qu'il y a quand même une propension plus importante à traiter beaucoup de patients, ça veut dire à corriger beaucoup de dictées dans un paiement à l'acte ou dans un paiement à la capitation par rapport au paiement à la performance. Donc là, je vais m'arrêter. Merci.